C'est bon, je peux y aller là? 1, 2, 1, 2. Comme Jean de La Fontaine nous l'avait fait comprendre, la personnification Attends, en fait, on n'est pas prêt, Non, vous êtes pas sérieux là? Oui, je sais Non, pas. mais j'ai commencé moi. Hein. Oui, Mais je fais quoi? je sais pas, meuble. On a des petites difficultés techniques, veuillez nous excuser. Bordel, il est où ce micro? Jean! J'ai... Ah non, c'est juste le pied. J'en ai rien à foutre, j'en vois. Hein. Vous êtes bien dans 12 FPS et aujourd'hui on va parler du grand méchant renard. Franchement, ça me saoule. Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Madame Laurie, je suis content. C'est ton grain. Efficace la potion, y mets-toi dedans. La rivière Kouakou. On connaît bien, hein, on y va tous les étés. Tu voudrais que j'arrête de voler pour faire du lard? Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, on vous parle du grand méchant renard, film d'animation traditionnel de 2017, réalisé par Patrick Imbert et Benjamin Renner, à qui l'on doit également l'excellent Ernest et Célestine. Au doublage, nous retrouvons Céline Ronté, Boris Réinger et Guillaume Bouched notamment. Précisons que le film a reçu le César du meilleur film d'animation en 2018. Avec moi aujourd'hui pour parler du film, comme toujours, Robin. Bonjour Robin. Bonjour Jean. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, après cette intro sportive. Oula, oui. Et Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour Je Sacha. crois que j'ai trouvé le micro. C'est bon. Je crois que c'est là-dedans On que je suis l'a en train de parler. Ah yes. Tu On parles est avec ta donc voix? fin Oui. prêt. Et écoutez, on est ravis de vous parler de ce film, mais avant de parler de ce film, nous avons un erratum. Attends, il faut pas que je m'écoute? Je suis bourré. C'est vrai que quand on est bourré, faut pas s'écouter. Faut Hein. pas s'écouter. Dans l'épisode précédent sur Another Day of Life, on n'avait pas réussi à vous trouver les doubleurs français, et on a réussi à en trouver un, qui est Pierre Tessier, qui double le personnage de Kapuscinski, et je remercie Lola de l'avoir trouvé à l'oreille. Donc Merci on est Lola. à 1 sur 15. On est à 1 sur 15. Et tout au long des épisodes, on étayera la liste si on y arrive. Exactement. Résumé du film que je vais me taper, parce que ça fait longtemps. Ah ouais. Jean, résume-nous le film. Très bien, je vais résumer le film. Le film est un assemblage de 3 contes qui se passent dans une ferme et qui sont 3 histoires autour des animaux de la ferme et des animaux de la forêt, qui sont donc adaptés, j'ai oublié de le dire, de la BD de Benjamin Renner, ou Renner, je sais pas comment on dit en fait. Moi, je dirais René. Moi je dirais René. Comme on est au Québec, on devrait dire René. Ok, d'accord. Donc Benjamin Renner, je pense que c'est René. Encore un erratum, merde. Il va nous Il appeler. n'y a en pas plus. d'accent, je sais pas. Bon, je sais pas. non. Est-ce qu'on a un E avec deux ou Ouais, deux mais est-ce que quand consonnes il y a qui 2 suivent N, est-ce que C'est quoi les est-ce que ça a règles rien à voir avec et on passe à autre chose? On peut repasser au. Ouais, ok, d'accord, voilà. cool. Donc 3 contes, donc un qui est la cigogne et le bébé, donc une histoire où la cigogne ne veut pas livrer le bébé et du coup c'est les animaux de la ferme qui se tapent la livraison. Moi, c'est livrer un bébé, c'est ça. Ouais, un bébé à livrer. Le deuxième bébé à conte livrer. qui est le grand méchant renard, qui est la trame principale, on va dire, l'histoire Ouais. principale, avec un renard qui a un Nul. complexe d'infériorité et qui est nul et qui n'arrive pas à être méchant. Et le dernier qui est sauver Noël. Ouais. Et donc les animaux de la ferme vont sauver Noël, Sauvé. sauver entre guillemets Noël avec leur capacité Ah, ils l'ont sauvé, les gars. limitée. Oui, ils l'ont sauvé. Ça va comme résumé? Bah, C'est Nickel. compliqué à résumer, j'ai l'impression. Ouais, c'est un mais- peu compliqué à résumer. bah, comme parce histoire. que l'ouvrage principal, c'est une seule et unique BD qui fait juste, qui raconte juste l'histoire du grand Oui, méchant voilà, renard. c'est ça. Ils ont rajouté 2 Et histoires en fait, à côté. c'était En fait. pas assez long pour être adapté. Du coup, ben, il y a un réal qui s'est occupé de raconter 2 autres histoires, quoi. Voilà, qui est Patrick Imbert, donc. Mais Qui a donc, réalisé les 2 autres chaque séquences. histoire, c'est en une tranche, quoi, de 20 minutes et un peu intercalé avec. Ah oui, avec des petites pièces parties comme si c'était une pièce de théâtre, en fait. Ouais, c'est vraiment bien amené, ça. C'est Ouais, très, du très coup, bien. t'as pas une On seule reparlera. histoire, c'est dur à résumer. Ouais. hein. C'est soit tu résumes pas assez, soit tu résumes chaque histoire et du coup c'est. Voilà. Votre avis sur le film? Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Petit extrait du film déjà. Petit extrait C'est du fort. film, Ah, voilà. on est tout prévu. Sacha, qu'est-ce que t'as pensé du film? Nul. D'accord. Quand je suis allé le voir, tout le monde s'emmerdait dans la salle. Surtout les gamins. Les blagues étaient débiles. On était à des années-lumière de la qualité des films d'animation japonais. Et il me paraît évident, au vu des bonnes notes que j'ai vues sur les sites internet pour ce film, que les avis ont été achetés parce que un navet pareil peut pas avoir une aussi bonne note. Grosse déception. Ah bon? Est-ce qu'il faut. Ah non, est-ce c'est qu'il mon faut avis à comprendre- moi ou un avis que j'ai trouvé sur internet qui était Oui, tout c'est un nul. avis. Non, le film il est parfait, il y a rien à dire, il est génial. Les blagues sont trop bien, l'écriture est trop bien, les personnages sont trop C'est- bien, ça c'est- passe comme un bonbon, c'est parfait. C'est pas 2 heures de perdu, on lit pas les avis hallucinés ici. Ah pardon, excusez-moi, je fais du Bah, plaisir. sinon, t'aurais dû prendre cet avis et dire maintenant que vous avez bien cet avis en tête, vous prenez tout l'inverse. C'est exactement ça, il est génial ce film. Ok, Robin, ton avis?
C'était ok, non, c'était très bien. Moi, je me suis éclaté. Moi, je l'attendais beaucoup quand il est sorti parce que j'étais déjà ici au Québec et du coup, il avait pas de sortie ici. Et donc, j'ai dû attendre qu'il soit disponible T'étais triste. en VOD. Tu voulais aller voir les animaux de la ferme. Je voulais voir les animaux de la ferme. Et il est sorti longtemps après être sorti en Europe. Bah, le temps de la sortie DVD, ce genre pense de un trucs an, et hein, tout ça, quasiment. quoi. Après, Ah qu'il ouais, soit quand même, disponible ouais. sur des plateformes en ligne ou quoi. Et donc moi quand j'ai pu le voir, j'étais trop content quoi, et c'était trop drôle et c'était super efficace. J'avais beaucoup lu la BD avant, j'avais beaucoup aimé Ernest et Célestine avant, donc j'avais aussi à quoi m'attendre. Et juste quand j'ai vu la première bande annonce, je me souviens que je la regarde en boucle en fait. Je la regarde en boucle et je redessinais les personnages tellement ça m'avait trop chauffé quoi. Ouais, il est cool. Et toi Jean, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Ouais, j'ai adoré comme vous. C'est vraiment un très bon film. C'est plus un film qui est adressé aux enfants, on va dire, mais où les adultes peuvent trouver aussi à manger dedans, quoi. Et blague avec les animaux de la ferme. C'est horrible. Et C'est un peu horrible. C'était pas un podcast vegan du coup. du coup, non, bah raté. Et ouais, moi je l'ai vu au ciné quand il est sorti avec une amie. On savait pas trop quoi faire. On est allé voir ça. On était les deux seuls adultes non parents de la salle. Ouais, pareil avec un Littéralement. pote, ouais. C'était affreux. Du coup, bruyant comme film. Mais très très bruyant. Ah ouais, mais moi je trouve que ça a amélioré la séance parce que tous les gamins rigolaient, Ouais, tous c'est les vrai. gamins Mais réagissaient. ça marche c'était vraiment trop bien. cool. Ouais. Du coup, tu te rends compte que le film fonctionne très bien auprès de son audience et fonctionnait très bien auprès de moi. L'anime est belle, simple, les dessins sont superbes. Comme la BD, j'ai vu la BD après, du coup. Mais même comme tu disais, donc c'est vraiment pour les enfants. Et Ouais. moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est que ça te replonge instantanément dans une sorte de cocon de confort de quand tes parents ils venaient te lire une histoire au bord du lit. Et en plus avec les dessins en aquarelle et tout ça, c'est vraiment genre je suis super bien là-dedans et tout. Puis c'est super Un mignon, petit bonbon, super ouais. doux. Ouais, c'est vraiment genre tu te sens vraiment C'est bien vraiment en drôle, regardant quoi. le truc là. Enfin, c'est vraiment très très. Ouais. Juste en le revoyant, j'ai vraiment rigolé à plein de moments. Et les doublages sont vraiment au top. Ah ouais, les Ouais. doublages, mais parfait. Les adultes, les gamins, tout le monde. Tout. On est vraiment c'est très objectif sur très ce film. Oh Ça va là vraiment là. aller très très vite. Hein. bien. Ouais, ça va aller Heureusement que vite. j'ai à contrebalancer un peu avec un avis de quelqu'un d'autre, hein, parce que sinon. Eh ouais, putain, merci. Heureusement que t'es là, Sacha. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Ce podcast serait déjà une déception. Tout de suite, le coup de génie. C'est brillant, brillant, brillant. Des génies à l'état pur. Sacha, c'est quoi ton coup de génie? Ah, et donc c'est moi qui commence chaque section. Super, Oui. ok, très bien, ok. Non, mais il y a une petite surprise à la fin, ce sera pas toi. Ah, bah du coup, c'est pas une surprise, tu me l'as dit. Le coup de génie. Alors, c'est un truc tout bête, mais pareil, j'ai lu la BD après avoir vu le film, donc je savais pas du tout que le matériel de base, c'était pas non une histoire, une grande histoire, et je trouve super malin d'avoir fait cette espèce de fausse pièce de théâtre où ils te présentent. Leurs trois petits contes dans un espèce de théâtre amateur ou de village, et c'est trop marrant parce qu'il y a une espèce de l'extrait que moi j'ai choisi où juste après que la cigogne se fasse catapulter, elle s'écrase sur le théâtre. Il y a une espèce de mélange entre ce qui se passe dans les contes qu'on te présente comme étant de la fiction parce que c'est les personnages qui jouent une pièce de théâtre, qui est en fait pas complètement de la fiction parce que ça déborde un peu sur le théâtre, et il y a cette espèce d'entre-deux. Et ça me fait penser à un truc que j'adore au théâtre, c'est quand les personnages, les acteurs que tu vois jouer sur scène font cette espèce de truc méta où ils savent qu'ils sont dans leur personnage, mais leur personnage joue du théâtre et on te montre des personnages qui savent qu'ils jouent du théâtre. J'adore ça, c'est trop marrant. J'ai mal à la tête. Boum, je vais mettre le bruit d'Inception. Mais non, mais le bruit de Tenet. de quoi? Tenet. Je connais pas. C'est un film. Ouais, c'est pas très connu. Merci Jean. Du coup, je trouve que c'est une super bonne idée de mise en scène et ça articule vachement bien pour passer d'un conte à un autre parce qu'en fait, il n'y a pas d'enchaînement sinon vraiment logique les uns entre les autres. Mais ce qui est génial avec l'extrait là de la cigogne, c'est que souvent il y a des comédiens, ils vont jouer un rôle et on va se dire, il joue ce rôle à la perfection. Si je prends un grand exemple, si tu prends Robert Downey Jr., il joue super bien les rôles des gens qui sont vraiment imbus de leur personne, genre Sherlock Holmes, Iron Man et tout ça, parce qu'en fait dans la vraie vie, il est un peu comme ça. Donc quand tu Moi, vois je là, le connais pas, je me permets mais non, mais pas de juger, quand mais tu bon. vois un peu des interviews, tu te rends compte qu'il a un peu ce côté-là en lui, donc il a juste à l'amplifier. Et du coup, là, c'est juste vraiment de voir la cigogne qui arrive et qui te fait ce truc-là, il fait ouais, ok, d'accord, c'est tellement drôle et c'est super bien amené. Le rythme aussi dans le dialogue et tout ça est super bien amené aussi. Vraiment, c'est Ouais, les dialogues sont bien écrits et bien exécutés par les doubleurs. Ils se coupent un peu et tout. Ça fait pas trop théâtre en fait, du coup. ah oui, non, c'est ça C'est qui est ça qui est trop bien. bien. Et moi, ça fait penser à Zootopia, les passages de théâtre, parce que c'est des animaux, un renard et tout, ils font du théâtre. Ça n'a rien à voir. Non, Mais ça m'y a fait complètement rien à voir. Il y a Mais une ça scène m'y a de- fait il y a penser. une scène de théâtre dans Ouais, un au autre- début, quand elle est gamine, elle fait du théâtre. Oh oui, Ah c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est oui. vrai, c'est vrai. Ah Et oui, pas quand mal. ils font oui, d'accord, je vois très Parce bien. que là, oui, c'est vraiment la même mise en scène. D'ailleurs, dans cette scène-là, moi, je me suis toujours apparenté au petit tigre qui jouait du piano pour faire Ok. les ambiances. Ah oui, D'accord. c'est vrai.
Robin le petit tigre qui joue du piano. Et d'ailleurs, je pense à un truc en parlant des dialogues et du rythme. Je l'ai revu et ça m'a vachement fait penser à l'écriture d'Alexandre Astier sur Kaamelott. Je sais pas pourquoi, cette espèce de rythme dans les répliques et l'humour parfois un peu absurde ou décalé. Et en lisant le dossier de presse, ils ont un peu les mêmes références, les vieux films français. Ouais, puis t'as l'impression que c'est on laisse plus les acteurs faire, tu vois. On leur donne des lignes directrices et démerdez-vous avec ça, on laisse tourner la caméra. Et la manière dont ils avaient dirigé quand tu regardes les making-of, c'est très musical en fait. Ils veulent juste avoir une mélodie dans les dialogues, genre un rythme quoi. C'est ça qui est fou, c'est que sur Kaamelott par exemple, tu peux laisser les acteurs un peu improviser, en animation tu peux pas. Non. Enfin, tu peux laisser les acteurs de doublage, mais après il faut animer derrière, il faut que ça paraisse improvisé et c'est beaucoup plus dur. Donc ils ont fait un super boulot en fait. Ouais. Donc, ça c'est exceptionnel. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, on peut écouter un extrait de ces séquences de théâtre. Et voilà, c'était notre première pièce, un bébé à livrer. Voici maintenant notre deuxième création. Ça va ? Évidemment que ça va, je suis acteur, c'est une cascade. À ce propos, comment était le spectacle ? Excuse-moi, non mais parce que là je suis... On sent que la qualité du jeu est pas la même entre tous les acteurs. S'il te plaît, faudrait vraiment... Si vous avez aimé ma prestation, cet été je jouerai une pièce conceptuelle où je reste assis sur une cheminée et je suis muré dans un silence assourdissant, mettant en valeur l'angoisse de cette cigogne face à la vacuité de son existence. Oui, merci. Donc... Je serai le 12 à Mulhouse, le 17 à Munster. Donc, mesdames, messieurs, voici... le grand méchant renard. Robin, ton coup de génie. C'est Robin le grand méchant renard, je crois que c'était un petit tigre qui oui. Je sais pas s'il a grandi. Ah mais c'est vrai que ça annonce bien le grand méchant renard. Bonjour. Salut, c'est moi. Moi c'est dans le dernier conte, Il faut sauver Noël, où en fait il se retrouve dans une fourrière. Et ça va me permettre d'aborder en fait les personnages qui sont pas trop développés dans le bouquin et qui sont vraiment beaucoup plus développés dans le dessin animé. Ils existent dans le bouquin, et je les adore, le canard, le cochon, le chien et le lapin. Ah ouais. Et ces 4 personnages-là sont exceptionnels et on les voit un tout petit peu dans la BD. Ils ont déjà un petit peu leur caractère, mais là ils les ont vraiment genre poussés over the top et c'est trop bien. Donc en fait, le cochon, c'est un peu, je dirais, la personne raisonnée de toute la ferme qui est très maniaque, elle range bien ses trucs et tout ça, elle fait attention à pas trop déranger, à faire les trucs proprement. Et on a un peu les deux inconscients du groupe que sont le canard et le lapin, qui eux, ils vont faire n'importe quoi, mais en fait, ils vont juste avoir un but et ils vont y aller peu importe ce qui se passe. Et donc ça, on a le tout premier court-métrage qui nous le raconte quand ils doivent livrer le bébé. Ils veulent d'abord catapulter le bébé et ainsi de suite. Et là, dans le tout dernier, ils veulent remplacer le Père Noël parce qu'ils pensent qu'ils ont tué le Père Noël qui était en fait juste une décoration. Et de fil en aiguille, ils débarquent à la fourrière. Et donc là, ils se retrouvent face à une troupe de chiens qui, donc, une chose en tête, c'est les manger, quoi. Et donc, ils sont obligés de mentir. Et moi, j'adore toute la synergie qu'il y a entre ces trois-là parce que t'as le lapin et le canard qui sont toujours en train de s'aider et toujours en train de mentir et de raconter des conneries pour s'en sortir. Et tu vois qu'ils sont complètement à l'aise là-dedans. Et ils emportent le cochon là-dedans qui doit finalement dire des trucs, il se démerder avec ça parce qu'on l'a mis dans cette situation alors qu'il voulait pas du tout y être. Et il y a ce côté, en fait, de chance. Tout le temps, la chance avec eux, peu importe ce qu'ils font, ils vont faire des conneries et ils vont avoir ce côté chance qui va toujours les aider et ils vont toujours réussir. Et moi, je sais que je serai plus du côté du cochon dans la vraie vie et j'ai des amis qui sont ces côtés, ce canard et ce lapin, qui font des trucs et je leur dis non, attends les gars, vous êtes inconscients, ça va pas marcher. Et puis ils le font et tu fais ok, là ça a marché, vous avez eu de la chance, mais c'est puis à chaque fois il y a vraiment et moi je me suis beaucoup identifié au cochon là-dedans. Et moi, ils me font pleurer de rire. C'est toujours, ils ont toujours l'idée à la con, la connerie. Ouais, qui marche. C'est du cartoon, quoi. Ça fait vraiment penser beaucoup au code du cartoon de on fait n'importe quoi et c'est pas grave, ça marche, c'est complètement invraisemblable. Mais ouais, c'est ça. Fonctionne, quoi. Et donc dans l'extrait donc c'était vraiment pour poser les personnages. Et dans l'extrait j'ai choisi, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le père, la relation du père. C'est un bulldog, je crois, avec sa fille, le chien. Ouais, c'est génial. Donc le père, lui, il veut juste manger et il en a rien à faire de ce qui se passe autour de lui. Et puis c'est sa fille qui lui dit non mais attends, c'est le Père Noël, tu peux pas le tuer, faut qu'il nous aide et tout, et sinon on n'aura pas de cadeau et tout. Et en fait, lui, à chaque fois, le père, il est remis, il est obligé d'avoir une douceur qu'il a pas de base à cause de sa fille. Et sa fille à chaque fois le ramène à la réalité, genre oui mais non, c'est pas comme ça, ou genre il va faire une blague, ou sa fille va faire une blague et puis il va mettre des coups à ses copains. Genre, les gars, vous rigolez quoi, parce que c'est ma fille qui dit une blague. Moi je les ai appelés la mafia canine, quoi. C'est vraiment des mafieux et c'est le boss, tu vois, avec sa fille qui fait c'est la famille, tu vois, mais c'est quand même. Et encore une fois, on est comme dans Utopia. Avec oui, le parrain là qui a sa fille avec le mariage. Exactement. Ah ouais. Exactement.
Et donc moi c'est juste ça que le père finalement il est mené à la baguette par sa fille qui veut croire encore à la beauté du monde et tout ça. Et lui il a toujours la phrase genre vous verrez dans l'extrait quand il tombe là ça fait regarde papa il vole. Ouais, il tombe surtout. C'est vraiment c'est genre toujours le pragmatisme genre la dureté de la vie. J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. C'est ça. Ah, j'adore mille et une pattes. Et alors du coup On vient de perdre 10 auditeurs là. Oui, ça va, je sais que c'est dans Indestructible. Hein. Bon, alors. 25. Il enchaîne le con. C'est où la touche pour le muter? Ah non, excusez-moi, c'est dans là-haut. Allez, enchaîne. Mais du coup, voilà. C'est tous ces moments-là qui m'ont, moi, qui me faisaient rire. Le rapport, donc, vraiment, où le père, il est vraiment pragmatique avec la vie, c'est de la merde. On est dans une fourrière, on est bloqué. Et il y a sa fille qui vraiment voit tous les beaux aspects de la vie et qui le ramène à chaque fois à ça. Et il est obligé de pousser ses potes à faire, ouais, les gars, ma fille, elle a raison, faites ce qu'elle dit. Alors qu'en fait, lui-même, il y croit pas. Et du coup, donc, ils vont devoir se débattre pour dire, bah non, les cerfs, ça n'existe plus, on prend les cochons, c'est moins cher. Il y a des histoires de blagues, voilà, genre c'est la crise, tu sais, qu'est-ce qu'un enfant il comprend, hein, c'est la crise, tu vois. Et voilà, donc c'est vraiment ça où Jean disait qu'il y avait plus à manger pour les adultes, c'est genre une blague, genre c'est la crise, c'est un peu plus adulte. Il y a des blagues un peu absurdes que les enfants vont prendre au premier degré et les adultes vont le prendre au deuxième ou troisième degré. Et moi, c'est vraiment ce truc-là qui m'a plu, c'est parce que voilà, je vois des amis qui sont vraiment pragmatiques où t'es genre, ah regarde, où on s'émerveillerait de tout, et des amis qui te ramèneraient à la réalité, genre ouais, mais bon, voilà, c'est genre, ah regarde, c'est de la neige dans les arbres, ouais, c'est juste de la neige dans les arbres, tu vois, c'est vraiment ce côté-là, moi, que j'adore, qui me fait pleurer de rire, c'est voilà, pour en revenir à Kaamelott, ça serait un Léo Dagan, en fait, tu vois. Oui, ouais, c'est vrai. Et le cochon et le cochon, Perceval et Caradoc. Le canard et le lapin, ce serait Perceval et Caradoc. Hein. Ouais, clairement. Voilà. Les cochons, ce serait peut-être le roi Arthur à la limite. Voilà, c'est ça. Ouais. Bah, du coup, c'est ça mon extrait, mon coup de génie. Je sais pas si vous avez des trucs à dire là-dessus. Cornouailles, le cochon de Cornouailles. Oh. Pardon, vous m'avez perdu. Lance l'extrait. Ok. Vous attendez d'ouvrir cette porte. S'il vous plaît. Les gars, je crois que le repas de Noël est arrivé. À table. Attendez, vous pouvez pas faire ça. Ah bon? Et pourquoi? Mais parce que je suis le Père Noël, oui monsieur, et que si vous nous mangez, les enfants, ils auront pas de cadeaux ce soir. Papa, je veux recevoir mes cadeaux. Il faut pas que tu manges le Père Noël. Mais enfin, ma puce, tu vois bien que c'est pas le vrai Père Noël. Mais si, il a un bonnet rouge et une barbe blanche. La vérité sort toujours de la bouche des enfants, oui. Bon bah le lapin, on peut le manger lui. Ah non, j'ai besoin de mon lutin pour distribuer les cadeaux. S'il en a besoin. Alors le cochon, il sert à rien lui. Ah oui, ça c'est pas faux. Mais pas du tout. Je suis très utile. C'est moi qui tire le traîneau. Eh les gars, c'est pas les rennes qui tirent le traîneau d'habitude. Si, mais c'est la crise. Alors les rennes, c'est devenu trop cher. Alors que les cochons, pas du tout. Si c'est lui qui tire le traîneau, il faut pas le manger non plus. Hein, papa? D'accord. Bon, bah ça c'est réglé. Alors, si vous nous aidiez à sortir d'ici, les enfants attendent leurs cadeaux. Moi j'ai une idée. Le cochon n'a qu'à s'envoler au-dessus du grillage pour aller chercher les clés de l'enclos. M'envoler? C'est bien toi qui tires le traîneau du Père Noël, non? Alors vole. Ou alors, tu sers à rien et on peut te manger. Voler? Ah oui. Mais sans le traîneau, ça va être compliqué. Mais non. Regarde, papa, il vole. Ouais, enfin, il tombe surtout. Ah mince, il a atterri dans l'enclos du gros Dédé. Tu vas voir que c'est lui qui va le boulotter à notre place. Voilà, mais en fait, donc dans cet extrait, vous entendez bien qu'il y a le canard et le lapin qui ont l'habitude de passer du temps ensemble et qui sont toujours en train de se back-up. Il y a toujours un qui va aider l'autre et le cochon, il le laisse à chaque fois dans la merde. Genre, le cochon, du coup, on peut le manger et puis personne ne dit rien alors que juste avant, ils étaient en train de céder. C'est le cochon qui doit se démerder. Et je pense que le réal, Benjamin, il doit avoir un truc pour les catapultes ou les gens qu'on envoie en l'air parce qu'il y a ça dans chaque épisode. Et ils veulent catapulter le bébé, après ils catapultent la cigogne, après ils font une catapulte à renard. Là encore une fois, ça part en l'air. Il a un kiff avec catapulter les gens. Pour les animateurs qui se sont dit on va catapulter des trucs, ça va être fun. Ça va être drôle. Et voilà, du coup, c'était ça mon coup de génie. Et toi, Jean, quel est ton coup de génie? Oui, dis-nous, Jean. Jean, quel est ton coup de génie? Mais moi, c'est Avignon. Enfin. Avignon. Ah oui, alors c'est un extrait du premier conte, un bébé à livrer, qui est celui que je préfère en fait. Et donc avec la cigogne qu'on a entendu tout à l'heure, qui
prétend s'être cassé l'aile avec tout le drama du monde et du coup demande au cochon de livrer le bébé. Le cochon refuse et au final c'est le canard et le lapin qui vont se retrouver à livrer le bébé et le cochon se sent obligé de les suivre pour les surveiller parce qu'ils vont faire des conneries et ça loupe pas. Non, pas tant que ça. Ouais, ils vont essayer d'en faire un paquet. Ils Du voulaient coup, utiliser un palmier comme voilà, ils veulent essayer de catapulte, quoi. catapulter le bébé au début. Le cochon les stoppe de justesse. Et Il se fait catapulter. lui il se fait catapulter et au final donc le bébé doit être livré à Avignon. Ils savent pas comment y aller et dans l'extrait ils vont demander leur chemin à des oiseaux qui ont un accent du sud absolument délicieux et qui est génial et qui me fait mourir de rire. Et surprenant en fait. Oui, c'est ça parce que c'est un tout inattendu. petit, c'est un petit oiseau, enfin c'est le plus gros des petits oiseaux sur une câble électrique et il est vraiment trop drôle. Et alors, en plus j'ai choisi cet extrait parce que vous verrez que ça fait partie de notre générique. Donc c'est un peu méta quoi. Ah oui. Et ouais. Non, puis c'est marrant, en plus, tu fais l'accent surprend, puis après, tu te dis, bah, c'est des oiseaux migrateurs, du coup, ils passent souvent dans le sud, ou ils viennent du sud. C'est pas une logique qu'ils aient un accent du sud, du coup. C'est vraiment drôle et c'est absurde, mignon. Ça représente bien un peu le côté, tout l'humour de ce film et le trio donc dont on parlait, canard, lapin, cochon, que je trouve mais formidable. Il marche super bien. Ah ouais. Il y a les scènes un peu après où ils sont dans un marais où ils doivent avec la grenouille là. Avec la grenouille et tout pour aller chercher le bébé qui est sur un nénuphar. Et où le cochon se retrouve à faire des échasses ou je sais pas quoi. Oui. Il y a un brochet qui les poursuit. C'est complètement con, mais c'est brillant, quoi. Et je trouve que ce conte-là, c'est celui qui part le plus loin, presque. Avec le côté, ils vont en Chine. Ils récupèrent un animal dans la forêt qui doit retourner en Chine. Oui, mais eux ne vont pas jusqu'en Chine. Ils inversent les cartons. Ils veulent renvoyer l'animal en Chine et le bébé à Avignon par la poste. Ils se gourent, donc ils envoient le bébé en Chine. Ils sont obligés de monter dans l'avion qui va en Chine. Ils prennent le contrôle de l'avion. Ils font faire une marche arrière à l'avion. Tu vois l'avion qui s'arrête. Ils tirent le frein à main. Mais j'ai tellement rigolé. Ils tirent le frein à main. Il fait un. Donc c'est les bruitages d'une voiture, mais sur un avion. Sur un avion, l'avion fait un créneau et repart dans l'autre sens. C'est super drôle. C'est aussi la première fois où le cochon il accepte finalement de lâcher prise et de suivre le lapin et le canard. Ce qui m'a extrêmement fait penser à Nemo. Quand ils sont dans la baleine. Oh oui, c'est vrai. Et c'est Dory qui lui fait vas-y, fais-moi confiance. Vas-y, lâche prise et tu verras que ça va marcher. Et c'est encore une fois le j'y vais inconscient. Et voilà, c'est le même duo, c'est la même dynamique. C'est Marin et Dory ensemble. C'est la même dynamique. Pinocchio et Jiminy Cricket. Voilà, c'est l'inconscience, j'avance, je suis inconscient. Moi, j'essaie de toujours te freiner dans les trucs. Et en fait, tout ce que tu fais, ça marche. Ouais. Et c'est ça. Et c'est vraiment genre, il lâche prise et finalement, ils sont obligés de sauter de l'avion. Et ils se font, et finalement c'est Pauline, c'est le bébé qui les parachute avec son linge, Et avec son linge, c'est vraiment bien. Couche, Mais ce que je trouve intéressant là, c'est que d'habitude ce genre de comportement qui s'oppose, c'est des duos, Marin et Doris ou Jiminy Cricket et Pinocchio. Et là c'est un trio et ça marche. C'est un trio, ça marche vraiment bien avec un. En fait, il y en a un qui est splitté en deux, mais ça marche quand même. Oui. Une trio, c'est le gars, il doit affronter deux forces inconscientes en fait. C'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il perd le combat en général, parce qu'en général c'est plus la raison qui l'emporte dans les autres. Tu vois, mais là, il peut rien faire en fait. Il en surveille un, du coup le deuxième fait quand même une connerie. C'est exactement ça. Il marche. Typiquement, quand ils installent Noël, qui détruisent sa cabane, qui sont en train de réparer la tondeuse et qui pensent pas à la lame qui peut tourner à tout instant. Dans l'épisode de Noël, c'est le chien qui retient le cochon, qui lui dit, parce que ça fait quand même 3 épisodes qu'on voit les trucs, et le chien qui fait non, laisse-les faire les conneries. Mais ils vont faire une connerie. Ouais, ils vont la faire, c'est pas grave. Il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils grandissent. Ouais, le personnage du chien, on en a pas parlé. Dans la BD, il est aussi présent. Et c'est vraiment, il est vraiment décrit comme lui, il veut pas se faire chier, il veut pas qu'on le fasse chier. Lui, il est là pour garder la ferme parce que c'est le chien de la ferme, mais il a envie de faire le strict minimum. Il en fout pas une. Et il sait très bien comment sont les gens, ils vont faire des conneries, laisse-les faire des conneries. Quand les poules viennent le voir pour demander de faire une tribune pour essayer de retrouver ses poussins et tout ça, il a fait oui, allez-y. Oui, allez-y. En fait, il a pas lu le contrat. Il a pas lu le contrat, il a signé pour être tranquille. Et en fait, la niche, c'est la tribune qu'ils utilisent. Bref, donc le chien, il a vraiment ce comportement-là. Et ils sont super bien détaillés à chaque fois. Les comportements sont très précis. Et mais du coup, chaque perso a son rôle. Mais moi, le trio qui marche le mieux, c'est vraiment le cochon, canard, lapin. Clairement. Super bien écrit. Et du coup, on peut écouter dans l'extrait ce que ça donne. Tu sais, j'ai réfléchi. Et effectivement, je crois que les catapultes, c'est pas une bonne idée. Et si on y allait à pied? Ah, ça c'est une bonne idée. Ah non. Vous ne comprenez pas, on ne va nulle part. On ramène ce bébé à la cigogne. On n'est pas capable de s'en occuper. Mais bien sûr que si. Allez, en route. Parce que vous savez où c'est, Avignon. Évidemment, c'est à... On va demander à quelqu'un.
Et j'ai cru comprendre que vous alliez à Avignon, là. Oh, nous, on connaît bien, hein. On y va tous les étés avec la famille. Écoutez, c'est pas compliqué, hein. Vous voyez, quand vous êtes au carrefour, là, la 4e à droite, c'est la 782. Vous la prenez pas. Vous allez tout droit. Ensuite, vous prenez la 2e à gauche, vous tournez à droite, tout de suite à gauche, le rond-point, vous prenez la... C'est le pollen. Ça y est, j'ai trouvé quelqu'un pour nous aider. Je vous présente Monsieur Loup. Bonjour, messieurs. Et on entend le loup, ils vont chercher le loup pour de l'aide, c'est génial. Et j'avais oublié qu'il éternuait, qu'il faisait partir les oiseaux. Les explications, elles sont complètement abscondes. Oui, en plus, déjà. Bah, c'est vrai, c'est genre, tu vois bien ces trucs-là, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est juste c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça le ton. En fait, ouais, tout le ton du film. Donc c'est vrai que on a dit que c'était plus pour les enfants, mais en tant qu'adulte, si vous aimez Kaamelott, je pense que vous aimerez ce film en fait. J'avais pas fait le rapprochement jusqu'à ce que t'en parles, Sacha. Mais même sans aimer Kaamelott, je trouve que les blagues sont suffisamment bien écrites pour qu'il y ait toujours un double sens ou qu'il y ait un bon balancement entre un nombre de blagues pour les enfants et un nombre de blagues pour adultes. Et il y en a qui marchent super bien. Ouais, c'est vraiment bon. En plus, il est pas bien long le film. Non, je crois qu'il fait 1h20, c'est 20 minutes avec les extraits entre deux théâtres. Mais moi, ce qui est exceptionnel dans le fait que le lapin éternue, c'est que le mec, il est en train de leur parler. Donc oui, quand toi t'éternues dans la rue, tu vas faire décoller des oiseaux, ils ont peur. Mais là, le gars, il est en train de te parler, il a une conscience. Et là, il se décolle quand même. C'est genre, c'est le même réflexe. C'est le réflexe animal. Et c'est ça qui est exceptionnel. Donc ouais, super bon extrait. Eh bien, écoutez, on va pouvoir passer à la potion magique. Alors, gros Nébulix, qu'est-ce quoi c'est quoi que tu nous prépares là, copain? C'est quoi ta potion magique, Romain? Qu'est-ce que tu nous as préparé? Je voulais parler donc d'un peu Ernest et Célestine, ce que l'auteur avait fait, comment lui il envisage le dessin, la simplicité de l'animation et les thèmes musicaux. Beaucoup de trucs, mais c'est pas très long. Bon, on va te laisser, hein, ça fait 3 ouais, points. Les thèmes musicaux, cool, on va en parler. Alors, Benjamin René, toutes les prononciations possibles. Ouais, Ben quoi. Benji, c'est lui qui est à la base de Ernest et Célestine. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Première recommandation. Et c'est vraiment aussi doux et aussi mignon que Le Grand Méchant Renard. Et en fait, lui, il a vraiment graphiquement cette patte où le dessin est très simple avec des aquarelles très légères et des belles couleurs. Et c'est toujours un trait ouvert. Les traits sont jamais vraiment fermés. Donc ça respire énormément, c'est très léger. Et si vous écoutez un peu des interviews de lui qui expliquent comment il en est arrivé là, comment il faisait du dessin et tout, c'est qu'en fait lui, il racontait qu'il voulait toujours écrire des histoires, mais qu'il était nul en écriture. Il a dit, il a pas la manière et la patte d'écrire l'histoire. Et donc en fait, il a dit, j'ai commencé à écrire avec des dessins. Et il a commencé très tôt. Le Grand Méchant Renard, il y a pensé quand il avait 10 ans, je crois, un truc comme ça. Et il a dit qu'il a commencé à écrire avec des dessins, et en fait il s'est rendu compte qu'avec le dessin il pouvait exprimer genre 10 fois plus que ce qu'un texte, et c'est vraiment un dessin vaut 1000 explications, et il s'est rendu compte que quand le renard il est apeuré, il dessine le renard apeuré, et il a pas besoin d'écrire le renard est recroquevillé sur lui-même apeuré, voilà, il est rendu compte qu'en un dessin, boum, il véhicule toute l'idée qu'il veut, et c'est vraiment pour lui sa manière d'écrire et sa manière de diffuser l'histoire. On vous renvoie à l'épisode hors série sur le posing. Voilà, exactement. Et justement, j'allais rebondir là-dessus. Donc en fait, lui, dans sa manière de dessiner, si vous lisez la BD, je trouve que ça a été amélioré pour l'animation. Les poses, elles sont très fortes, elles sont très précises. Et en animation, si vous cherchez un exercice, un exemple de ce que c'est la simplicité, je vous conseille de regarder ce film en fait. Parce que les poses sont pas compliquées. L'animation, même si c'est de la 2D, c'est pas compliqué. Je veux dire, moi je suis pas animateur 2D et je pourrais recopier ce qu'ils ont fait sans faire d'erreur. Et c'est des basiques, c'est des principes, tous les principes d'animation extrêmement basiques, antique, pose, overshoot, settle. Et on vous renvoie vers l'épisode hors série sur les 12 principes de l'animation, évidemment. Ah ouais, parce que là, le mec définit rien du tout. Allez, ça on les a déjà définis, moult, mais en vain, à ce que je vois. Non, mais maintenant, on a une fanbase solide, quoi, de au moins 50 viewers, donc ils connaissent tous les termes techniques. Oui. Je t'en prie, Robin, je t'interromps. Mais donc, l'animation, elle est extrêmement simple, mais elle raconte tellement de choses, et finalement, ils font des fois des holds, donc où ils tiennent des pauses pendant extrêmement longtemps, mais la pause est tellement graphique, tellement bien dessinée, elle raconte tellement ce qui se passe, qu'il n'y a pas besoin de plus.
Et je pense que ils ont pas dû tuer des animateurs ou tuer des artistes à ce projet. Ça devait être vraiment fun, mais c'était vraiment, je pense, en amont très difficile de trouver, ok, quelle pose il me faut pour raconter le mieux. Si on reprend l'exemple justement de la cigogne là qui fait, c'est pas le même jeu d'acteur et tout ça, son corps ne bouge pas, c'est que ses bras qui font des hauts bas et des poses de main qui sont vraiment super belles et super magnifiques. Et on comprend tout et ça te vend l'acting super fort. Et en fait, c'est ça qui est trop beau dans l'acting, c'est qu'en fait, la simplicité va vraiment genre prévaloir sur tout le reste. Alors en plus c'est supporté par des dialogues qui sont vraiment très bons, mais genre le corps il est super bien, alors que finalement les lip sync en 2D ils sont pas extrêmement précis, et on n'a pas besoin de plus. Et du coup c'est ça, c'est vraiment la simplicité qu'il a dans le dessin, dans la couleur et dans les posings qu'il a réussi à retranscrire en 2D, que je trouvais exceptionnel, et sa manière donc de raconter l'histoire et de l'écrire, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et le dernier point c'était la musique. Donc vous avez entendu un petit peu, surtout à l'arrivée du loup. Le loup, il a un thème récurrent et chaque personnage a un petit thème. Et aussi la musique, elle a un peu ce côté un peu lourd là, un peu cocasse là. Ça fait penser à Pierre et le loup. C'est ça que j'allais dire. Le thème du loup. Voilà. Donc en fait, le loup, il a exactement le même genre de thème que Pierre et le loup. Et en fait, si vous regardez le Pierre et le loup que Disney avait fait avec les Russes, là, je ne sais plus c'est quoi le nom exactement, avec la musique de... Je vous dirai ça dans le prochain épisode, j'ai oublié son nom. Il y a d'abord toute une explication de genre le canard, ça va être fait avec la clarinette. Le grand-père, ça va être fait avec le hautbois. Les coups de fusil, ça va être fait avec les timbales. À chaque fois, en fait, il y a ça qui est expliqué. Et du coup, quand nous, après, on regardait le dessin animé, avec juste les musiques, on savait qui faisait quoi et qui arrivait quand. Le chat, c'était un tuba ou un truc comme ça, ou un hautbois. Et c'est vraiment ce truc-là de personnifier aussi l'image avec le son, et au niveau de la lecture et de l'écriture et donc de la présentation du film, c'est vraiment un mélange dans notre cerveau qui se fait super bien. C'est genre, ok, le loup c'est ce thème, c'est menaçant, et en plus il a cette voix et il a toujours cette même posture. Donc voilà, c'était vraiment au niveau de l'écriture, la manière dont il amène les trucs, c'est une simplicité et ça a l'air vraiment simple quand tu le vois, alors que je pense que derrière il y a des heures de travail et de recherche. Ouais. Mais ce que tu disais sur les pauses, c'est intéressant parce qu'en fait, donc Benjamin René, le réalisateur, a redessiner plein de pauses pour tous ces personnages avant en pré-prod du film, justement pour que tout soit vraiment prêt et qu'il y ait une banque pour les animateurs où ils puissent se dire ok, bah ça c'est les pauses pour ce personnage pour rester dans le modèle, dans le caractère du personnage. D'accord, ça je savais pas. Ok, trop bien, bah voilà, bah super. Donc il a fait tout est archi clair dans l'écriture et dans toute la confection du film. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'en fait quand on le regarde ça a l'air super simple, alors que je sais que c'est des heures et des heures de travail. Beaucoup de dessins, on se rend pas compte. Hein. Ouais, c'est des heures et des heures de travail, mais surtout de réfléchir à qu'est-ce qui va donner le mieux, le plus simplement possible, quoi. Et en fait, ça prend du temps, mais ça va en sauver tellement plein pendant la prod. Et donc voilà, c'était ça que je voulais mettre en valeur. Sacha, de quoi tu voulais nous parler ? Alors, moi le film il est tellement beau, tellement parfait, tellement clair que j'en étais subjugué. J'ai pas réussi à trouver quoi dire sur ce film tellement il est beau. J'ai pas trouvé des trucs aussi intéressants que Robin a raconté. Par contre, je suis allé lire la fiche Wikipédia des renards. Et là, j'ai trouvé un paquet de trucs extrêmement intéressants. Ah non, mais ça, c'est dans le thème, c'est validé. Vas-y. Ouais, et alors, un truc très marrant, c'est que le film s'appelle Le Grand Méchant Renard, mais il n'est pas présent dans la majorité des contes. Ouais. Laissez-moi donc vous faire pas juste une lecture de la fiche Wikipédia des renards, mais un petit exposé sur les renards. Alors, saviez-vous qu'il y avait 12 espèces parmi les renards ? Mais non. Et que les renards roux, ce qui nous intéresse, il y a 45 sous-espèces. C'est incroyable. Petite anecdote, les fennecs, on ne sait pas trop si ça fait partie des renards ou pas. Okay. Non, en vrai, des vraies informations intéressantes. L'ancien nom du renard, est-ce que vous savez c'était quoi avant ? Le goupil. Ouais, et pourquoi on l'a appelé renard après ? À cause du roman de renard. Exactement, à cause du roman de renard. Et le nom renard vient de l'allemand, ça veut dire de bon conseil. Et on disait malin comme renard ou rusé comme renard, et ça finit par devenir son nouveau nom. Le renard n'est pas que carnivore, il est omnivore et il bouffe à peu près autant de fruits, de champignons, de tubercules et d'insectes que de petits rongeurs. Et c'est ça qui le rend extrêmement adaptable à son milieu. Bon, après on va pas se mentir, il préfère quand même la bidoche. Petit fun fact, il a des griffes rétractables, un peu comme les chats. Il planque pas mal de bouffe sur son terrain comme les écureuils. Sauf que les écureuils l'oublient. Voilà, les écureuils l'oublient. Le renard, apparemment, il en met un peu comme les écureuils, il en met partout plein, comme ça, il en oubliera certains et il en retrouvera un gros pourcentage. C'est comme quand tu laisses un billet dans une poche de jean et que tu le passes à la machine et après, oh, bah dis donc, 10 $. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un animal extrêmement adaptable. Déjà, le fait qu'il est... Au cinéma, on l'a vu. Exactement.
au cinéma et même dans son milieu naturel. Il est extrêmement solitaire, mais quand il vit par exemple en ville où il y a beaucoup de nourriture et donc il y a beaucoup de renards, il arrive à passer de son caractère de solitaire à en meute, en petite meute. Il bouffe à peu près tout ce qu'il peut trouver, ce qui le rend donc très adaptable. Et précisons pour ça que Londres a une des plus grandes populations de renards au monde. Qui ont donc un caractère très particulier parce que c'est un des rares endroits au milieu où on les voit en meute alors que d'habitude ils sont tout seuls. Puisque le film parle de paternité, parlons un petit peu des renardos. Parce que, fait intéressant, on pense que le renard vit toujours dans un terrier, c'est faux. Le seul moment où le renard vit dans un terrier, c'est en fait la femelle pendant la mise à bas des petits, qui dure pendant l'hiver. Tout le reste du temps, ça vit dehors. Et le truc très intéressant, c'est que le renard est feignant. Le renard ne creuse pas de terrier. Le renard va chercher des terriers qui existent déjà. Et il vit avec des animaux que normalement c'est ses proies, mais que là, eh ben en fait, il les bouffe pas. Malin comme un renard. Exactement. Un peu squat aussi. Hein. Carrément. Donc il vit dans des terriers de blaireaux, de marmottes ou même de lapins sans jamais les tuer sur place. Parce qu'il ne chasse pas à côté. En fait, c'est la mafia, c'est. Non, t'inquiète. Par contre, je m'installe là. J'aime bien que le podcast a pris une toute autre direction. J'amène autre chose. Alors, les petits renardos, ils vivent avec leurs parents pendant l'hiver, le printemps et l'été. Et après, à l'automne, ils se cassent, ils quittent leurs parents et ils traversent des dizaines ou des centaines de kilomètres pour trouver un petit terrain. Et histoire triste, on estime que 80% des renardos meurent pendant ce trajet et n'arrivent jamais. Ah, c'est comme les tortues quand elles comme dans 300. Il y a beaucoup de quand ils les envoient dans la nature et démerde-toi. J'ai un truc avec les Spartiates et le renard après, juste après, tu me... Allez, des petites fun facts. Le renard ne voit pas le orange. Alors si c'était question pour un champion, là, c'était les points directs en finale. Hein. Direct. Il voit pas le orange, alors que c'est quand même sa couleur principale, tu vois. Mais le renard ne voit pas le orange. L'urine de renard, on vous dit toujours, faut pas manger les murs, faut faire gaffe parce que c'est dangereux. Tout fait. Attends. C'est super dangereux l'urine de renard parce que ça refile le ténia du renard et dedans, ce ténia-là, il bouffe le foie humain. Il bouffe pas les intestins. Ah. Donc faites gaffe avec vos groseilles et vos murs. Voilà, et le renard a eu une très mauvaise réputation pendant très longtemps. Et du coup, il souffrait d'un jeu horrible qui s'appelait le lancer de renard, où on lâchait des renards qui couraient et... Quoi ? Attends, c'est horrible. On lâchait... En commençant à chercher sur la fiche Wikipédia, je savais que j'avais trouvé des trucs à la con. On faisait courir les renards et il y avait des grandes cordes au sol tenues par 2 personnes et quand le renard passait dessus, on tirait la corde pour envoyer le renard dans les airs et celui qui l'envoyait le plus haut gagnait. Je me désolidarise de ce qui se passe. Attends, c'est intéressant. C'est génial. Savais-tu que Zorro est un renard ? Ça veut dire renard. Zorro, ça veut dire renard en espagnol et ça n'est pas pour rien que le créateur de Zorro l'a appelé comme ça. Parce que justement, son personnage est malin, futé et qui se démerde toujours pour s'en sortir et essayer de s'en sortir, de faire s'en sortir les autres. Oui, mais alors Bernardo. Non, je parle juste des renards, moi. Les bernaches, je sais pas. Il est souvent associé à des trucs pas cool. Genre, chez les Scandinaves, c'est un pote de Loki. Les renards, c'est considéré comme un être mythologique chez les Chinois, avec des femmes sorcières qui mangent les gens et qui se métamorphosent en tout et n'importe quoi et qui... Il y a un épisode de Love, Death and Robots là-dessus. Tu vois hein, je dis pas que des conneries, on rebondit sur de l'animation avec ce que je raconte. Il a fait ses recherches, le petit. Hein. Eh ben ouais. Il est associé au diable chez les chrétiens et il est même associé à des membres du clergé pas super moraux, si vous voyez ce que je veux dire. Des membres qui étaient représentés par des renards. Tu veux dire les membres du clergé qui... Oui, les pas moraux, ceux qu'on n'aime pas du tout. D'accord, ok. Voilà. N'y aurait-il pas, parce que ce podcast est bien écrit, tous les épisodes, n'y aurait-il pas un renard dans Le Petit Prince ? Je vous laisse là-dessus. Ouh. Et je vais finir dans mes anecdotes pourries avec ce que tu disais avec les Spartiates et une anecdote un peu connue de Plutarque qui racontait l'éducation des petits Spartiates. Quand ils étaient petits, on les laissait se démerder pour qu'ils s'endurcissent et du coup, beaucoup d'enfants Spartiates volaient de la bouffe en ville. Et si jamais on les gaulait, ils étaient plus punis que n'importe qui. Et il y a une histoire d'un petit Spartiate qui trouve un renardeau, qui le met sous sa tunique, mais qui se fait choper par un garde, et qui, alors que le renard est en train de lui bouffer le ventre et les entrailles, ne moufte pas pour ne pas se faire punir. Voilà, et sur cette histoire de tripaille, je vous laisse reprendre le fil normal de ce podcast. Merci, c'était super intéressant. Merci Sacha, on a appris des tas de trucs. Je trouve que t'as pas évoqué les Pokémon. Bah après, il est dans tellement de trucs de la culture de toute l'humanité que j'ai pas... Non mais c'était trop bien. Saviez-vous qu'il y a un renard dans Zootopia aussi ? C'est fou ça. Ah, je l'ai pas vu, il est où ? Quelle minute ? Minute 2 à peu près. Minute 1 à minute 127. C'est ça. Ah ouais. Ouais, bah, à peu près. Hein. Après, il y a des passages où il n'y est pas. Ok. Et toi, Jean, moi, je vais faire un point très rapide. Du Enchaîne coup. là-dessus. Ma potion magique, justement, c'est la potion magique qu'est ce film.
Donc on n'arrête pas de dire depuis le début, c'est génial, on n'a rien à dire dessus. Mais il y a une bonne raison à ça. Enfin, il y en a plusieurs. Donc déjà, on vous a parlé du réalisateur Benjamin René, qui a réalisé également Ernest et Célestine, qui a également eu un César. Donc le gars a fait 2 longs métrages d'animation, 2 Césars. On n'a pas le temps ici, hein. Pas le temps de Le niaiser. gars n'a pas le temps. Pour Le Grand Méchant Renard, il a également eu un Annie Award et un prix Lumière la même année. Ah ouais. Voilà, 3 bonnes récompenses. Et c'était déjà une association qui était prometteuse, puisque donc Patrick Imbert, l'autre réalisateur, était directeur d'animation sur Ernest et Célestine et sur Avril et le monde truqué. Ouais. Ah oui, aussi. Oui, c'est pas un rigolo non plus. C'est pour ça aussi que l'anime est très propre. Et le producteur du film, Didier Brunet, était producteur de Kirikou et des Triplettes de Belleville et de Ernest et Célestine. Ah oui, bah d'accord, super. Ouais, c'est pour ça qu'il est aussi parfait Voilà. ce film. Et le studio donc Folivari, et donc ils ont mis les moyens aussi pour ce film parce que le studio Folivari à Paris a déménagé pour faire Le Grand Méchant Renard dans des nouveaux locaux pour pouvoir accueillir une plus grande équipe. Ok. Il faut absolument rencontrer ces gens pour leur serrer la main. Ah ouais. Alors, enfin, nous-mêmes, quand on touchera des trucs, ça fera de l'or. Exactement. Donc vous pouvez aller au studio Folivari à Paris. Je sais pas exactement où c'est, mais Google vous le dira. Et voilà, donc c'était juste pour vous dire que c'est pas une coïncidence. Ah oui, c'était court en Ah oui, fait. c'était court. Bah, en même temps, je te rappelle qu'on a eu un point de 20 minutes sur les renards. Contrebalance, tu vois. Exactement. Non, mais là, c'est là que je vais voir le ratio YouTube tomber. Non, mais c'est super juste que intéressant, les renards. les gens vont écouter le podcast sur YouTube et juste après, ça va être Nat Geo, quoi, la recommandation. Ce sera pas l'épisode sûr. On va le mettre sur Planète, on va demander à Planète de diffuser ce podcast. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, Oui. J'ai retrouvé le nom du compositeur de Pierre et le Loup. De Pierre et le Loup, ouais. Je m'en veux de pas l'avoir eu, en fait. Il s'appelle Sergei Prokofiev. Ah putain, moi aussi j'ai les boules de pas l'avoir. Ouais. Et moi aussi j'étais vénère de pas l'avoir. Ok. Et donc voilà, c'est lui qui avait mis en place toutes les mélodies pour le Pierre et le Loup, ainsi que le thème et tout ça. Le compositeur. Donc, écoute, on va pouvoir conclure. Oui. Bienvenue dans l'introduction de la conclusion. Bienvenue dans le début de la fin. C'est la fin. Ah oui, il le fait à chaque fois en fait. Heureusement. Il le fait vraiment à chaque fois. Est-ce que vous avez une recommandation, Robin? Oui, j'ai une recommandation. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, pardon, excusez-moi, j'ai concentré autre part. Le professeur Moustache de Mario Montaigne. Ouais. Donc, Mario Montaigne, qui est une auteur, je ne sais jamais, à chaque fois j'oublie ce qu'il faut dire, qui a fait Les Gobelins. Et en fait, elle a fait sa BD, elle a créé le professeur Moustache sous forme de blog. Et après, c'est parti sur Arte en animation. Et c'est un peu le même style. C'est un dessin ouvert avec des aquarelles, c'est très léger, c'est très très con. Et vous apprenez plein de trucs. Et c'est super drôle. Et puis il y a sa BD, forcément, Thomas Pesquet dans l'espace, où donc c'est une BD complète sur comment Thomas Pesquet a fait pour aller dans l'espace et travailler dans la station spatiale. Super, je vous la recommande cette BD, je me poilais à chaque planche. Et du coup, voilà, c'est ça ma recommandation pour ce podcast. Il n'y a pas un blog ou une BD aussi, Professeur Moustache? Si, après, après ils l'ont adapté pour Arte. Mais à la base, il y a 3, 4, 5 bouquins du professeur Moustache, qui en fait est une fille, mais on dirait pas du tout. Puis le doublage de Arte, c'est une voix de garçon, mais en fait, le professeur Moustache est une fille. C'est un des chiens, et je sais plus comment il s'appelle. Bref, à chaque fois que t'as tu dis c'est un des chiens et je sais plus comment il s'appelle. Sur Astérix c'était pareil. Oui, mais c'est le même mec des chiens et je sais plus comment il s'appelle et ça m'embête. Et du coup, voilà, donc si vous avez l'occasion, ils sont tous sur YouTube ou sur arte.tv et c'est trop drôle et vous apprenez plein de trucs, notamment moi un de mes épisodes préférés c'était sur comment perdre du poids et voilà où ils expliquent qu'on en sait plus sur le boson de Higgs on en sait plus sur le boson de Higgs que sur comment perdre du poids dans un corps humain, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et voilà, du coup, voilà, il y a plein de sujets, tout est abordé, c'est super drôle, je vous conseille absolument d'y aller. Sacha, c'est quoi? Sacha. Alors, moi, ma recommandation, c'est pour tous les fans de l'illustrateur Mike Mignola et de ses bandes dessinées Hellboy et de toute cette saga. Il a fait une bande dessinée one-shot qui rassemble certaines de ses histoires les plus barrées qui ne concernent pas directement Hellboy, qui s'appelle Screw-on Head, je crois, ou Amazing Screw-on Head. C'est un personnage dont la tête, c'est une vis. Et voilà, c'est complètement barré. Et il y a eu un pilote de fait pour essayer d'en faire une série et de la vendre à une chaîne de télé. Un pilote qui n'a pas marché, qui n'a pas convaincu la chaîne, mais qui est disponible sur YouTube. Du coup, vous tapez
Amazing Screw on Head. Et voilà, Amazing Screw on Head avec un très bel accent français. Amazing Screw on Head. 21 minutes d'animation dans le style de Mike Mignola, donc avec pas mal de combats et de créatures, mais surtout beaucoup de noir très présent et un trait très avec peu de courbes et beaucoup d'angles et angulaires. C'est 2D ou 3D? J'aime beaucoup. C'est 2D, c'est tout 2D. D'accord, ok. Que j'aime beaucoup. Et tout basé sur des histoires occultes et des drôles de créatures. Mais là, c'est surtout très rigolo et un peu starbé. Trop bien, j'irai voir. Voilà. Ok, cool. Et toi, Jean, quelle est ta recommandation pour ce podcast? Je vais recommander un auteur de BD qui s'appelle James Van Autoprod. En tout cas, c'est le nom qu'il a sur Instagram, parce que je suis sur Instagram. Et quand on parlait de personnification je vois ce que c'est. des animaux, et c'est vraiment drôle, c'est sur des thèmes beaucoup plus adultes. Et donc, c'est des animaux qui ont des corps humains, mais des têtes d'animaux. Et qui reproduisent un peu des scènes de la vie de tous les jours. C'est un peu cynique, c'est un peu drôle. Et la BD s'appelle La Vérité Nue, qui n'est pas encore sortie, je crois. Qui sortira en septembre, le 16, puisque je suis en train de lire le truc. Donc voilà, James Van Autoprod, O-2-T-O-P-R-O-D, c'est très très drôle. C'était ma recommandation. Super, bienvenue dans la conclusion de la conclusion. La conclusion de la conclusion. Écoutez, oui, et donc la prochaine fois, on va parler des 4 dinosaures et du cirque magique. Ah, on a hâte, ça va être fun. Merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, allez voir des films d'animation. Bisous. Bisous.